À la une ce soir, la houle fait des vagues sur la côte Caraïbe. Les plages des Trois-Îlets sont méconnaissables et les rotations maritimes ont été suspendues. La circulation sur la RN2 au niveau du Carbet a été coupée. Les marins-pêcheurs sont restés à quai. La gestion des événements climatiques majeurs des Outre-mer au centre des préoccupations d'une délégation de parlementaires. Des députés de Polynésie française et de l'Hexagone se sont rendus cet après-midi au Robert pour faire le point sur les sargasses. Troisième jour de blocage des lycées Foyalais. Cette fois-ci, ce sont les agents de la CTM en charge de la maintenance des établissements qui sont mobilisés. Le syndicat UPCT UNSA territoriaux dénonce de mauvaises conditions de travail. Enfin, le téléphone portable au volant plus que jamais dans le viseur des forces de l'ordre. Les constats de ce type d'infraction ont explosé pour l'année 2017 et les contrôles vont donc se multiplier. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition que vous pouvez retrouver en direct sur Facebook. Un voilier qui échoue sur la plage de Lansalane, la RN2 coupée dans le Nord Caraïbe, les rotations des liaisons maritimes suspendues, autant de conséquences de la forte houle qui frappe la Martinique en ce moment. Depuis hier, nous sommes placés en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte et la situation ne devrait pas s'améliorer d'ici ce jeudi. Reportage d'Alizé Loutran et de Guira Felroni. Tôt ce matin déjà sur la plage de Lansalane, certains bateaux ont été piégés par la houle. En témoignent ces images amateurs. Les embarcations dérivent sous les yeux impuissants de leurs propriétaires. En fin de matinée, la mer, toujours déchaînée, empêchait toute activité. Je m'apprêtais à venir me baigner là, ici, et j'étais très étonnée de ce temps. C'est la première fois que je vois le temps, les vagues aussi fortes. Impossible de naviguer. Par sécurité, les rotations qui desservent Lens-Mitan et Lansalane ont été suspendues. À l'embarcadère de Fort-de-France aujourd'hui, il fallait trouver un plan B. La mer est houleuse, les bateaux ne peuvent pas passer, donc il n'y a pas de transport pour Lens-Mitan et Lansalane. Donc au pire, pour se rapprocher, je vous conseille de prendre le bateau de la Pointe du Bout. La Pointe du Bout se trouve à 10 minutes de Lens-Mitan. Ok? Ceux qui veulent se rendre à Lens-Mitan, on les conseille de se rendre à la Pointe du Bout, étant donné que la Pointe du Bout se trouve à 10 minutes à pied de Lens-Mitan. Donc ils peuvent se rendre à la Pointe du Bout. Et à part ça, il n'y a pas d'autre solution pour se rendre à Lens-Mitan, ni à Lens-Mitan ni à Lansalane. La faute à une houle de nord-nord-ouest qui déferle sur la côte Caraïbe et crée des vagues particulièrement intenses. Quelques vagues maximales atteignent 1,50 m, mais vous voyez, on est dans des hauteurs qui sont bien plus faibles que l'Atlantique. Pour autant, le fait que ça soit des longues périodes et qu'il n'y ait pas de protection, ça crée des conditions de rouleau, de déferlement, notamment sur les plages exposées. Alors, Trois-Îlets, Anse-Darlé ne sont pas épargnés, Lansalane, Lens-Mitan, mais aussi l'endroit qu'on connaît particulièrement entre Carbet et Saint-Pierre, où là, les vagues passent sur la route. Et on est un petit peu plus inquiet pour ce soir parce que la marée sera montante. La marée haute est en soirée, quasiment vers 18 h. Donc c'est à ce moment-là qu'on aura conjugaison de la marée haute et des fortes vagues de la houle de nord-nord-ouest. Le plus gros du phénomène est attendu entre cette nuit et demain matin. La vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte est donc maintenue jusqu'à demain soir. Depuis cet après-midi, les liaisons maritimes depuis et vers Casse-Pilote ont également été suspendues. Et j'en profite pour remercier Thérèse des Trois-Îlets pour les images impressionnantes de bateaux en difficulté qu'elle nous a envoyées ce matin. Si comme cette téléspectatrice, vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous joindre par mail à l'adresse info@wipa972.com ou encore à la rédaction au 05 96 55 12 12. Et si, comme vous l'avez vu, la houle a eu de grosses conséquences dans le sud, les vagues ont également eu un impact sur le nord Caraïbe. La RN2 a été coupée au niveau du Carbet. Les marins-pêcheurs ont dû rester à quai. Les restaurateurs, quant à eux, sont pour l'heure épargnés, bien que quelques-uns aient été surpris par la force de la houle. Voyez ces quelques réactions recueillies par Sandrine Claude. Vers 6 h, il y avait des vagues qui atteignaient à peu près 5-6 mètres de hauteur. Et vraiment, c'était impressionnant. Parce que nos bateaux, ils étaient tout près. Alors, on a dû couper des amarres, mettre des ancres au large pour tenir les bateaux, pour les empêcher de retourner vers la plage. Et c'était costaud. J'étais à la maison, j'ai entendu le bruit des vagues. En fait, on nous a pas alerté qu'il y aurait eu, depuis une semaine, ils annoncent une grosse houle, mais bon, on ne pensait pas que ça aurait été ce matin. Et de chez moi, j'entendais le bruit des vagues.
Et je suis descendu sur la plage, donc j'ai trouvé mon bateau en danger, donc j'ai pu sauver mon bateau. Et puis on a une petite terrasse, donc on a pu sauver quelques palettes, des petits banquettes, machin, mais voilà quoi. Donc du coup, on attend que ça se calme et tout pour reprendre quoi. Et je vous rappelle que la vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte est maintenue et la côte Caraïbe est la plus exposée. Le phénomène devrait durer jusqu'à ce jeudi matin. Et c'est justement dans ce contexte qu'une délégation parlementaire est actuellement en visite chez nous pour parler des événements climatiques majeurs dans les Outre-mer, composée de députés de Polynésie française et d'Hexagone. Elle s'est rendue cet après-midi au Robert pour découvrir un engin expérimental pour gérer les sargasses. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. Évaluer la gestion du phénomène sargasse en Martinique. Principale mission de cette délégation parlementaire à qui l'on présente quelques dispositifs opérationnels comme cette pelle amphibie. Derrière cette mission d'information, la volonté d'être en capacité de répondre aux nombreuses interrogations pour l'heure sans réponse. Est-ce que c'est lié au courant? Est-ce que c'est lié aussi à des phénomènes de réchauffement de la mer? Enfin, mieux comprendre ce phénomène de façon à pouvoir l'anticiper, de façon à aussi agir au niveau de la cause. Il y a plusieurs hypothèses. Il se peut que le risque soit climatique. Nous ne pouvons pas complètement le déterminer, mais auquel cas, on ne peut pas l'écarter. Et donc, notre mission, c'est aussi de regarder comment les littoraux sont affectés par les questions du changement climatique. La commune du Robert, l'une des plus touchées depuis l'apparition du phénomène sur nos côtes. Face à des échouages de plus en plus impressionnants, la municipalité dit tenter de réagir régulièrement, malgré un coût des opérations important. La semaine dernière, nous avons mis 6 machines comme cette machine-là sur le terrain, que ce soit à Pont-à-Louis, que ce soit à Port-Sabane, que ce soit à Port-Laoz, Port-Rouge. On a mis 6 machines, donc vous voyez, ça va bien cher. Mais aujourd'hui, aucun dispositif n'a réellement fait ses preuves. Pour la députée Josette Manin, à l'origine de la venue de la délégation, il faut aller bien plus loin. Il faut aujourd'hui mettre en place une conférence dans la Caraïbe, puisque ce n'est pas que la Martinique qui soit infectée. Donc, tant qu'on n'aura pas mis sur la table cette problématique, je crois que les populations seront inquiètes. Mais j'ai envie de dire que les maires, les responsables de collectivités se sont vraiment imprégnés donc, de la problématique et qu'il faut qu'ensemble on puisse trouver et porter les solutions. Face à des solutions qui portent uniquement leurs fruits à court terme, il s'agit à présent de trouver le dispositif qui permettra de soulager les populations les plus exposées. Au chapitre social, les syndicats UPCT UNSA territoriaux sont mobilisés. Les agents de la CTM en charge de la maintenance dans les établissements scolaires bloquent les 4 lycées de Fort-de-France, les collèges et lycées Petit Manoir ainsi que le lycée de Bellefontaine. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail. Voyez ces explications d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Le site de la Pointe des Nègres désert. Pas un élève aujourd'hui sur les bancs des 4 lycées. Les accès sont barricadés. Les agents territoriaux, en charge notamment de l'entretien des locaux et de l'accueil, ont mis à exécution leur préavis de grève, déposé vendredi dernier. Des fois, il y a tellement de personnes malades au sein de ces établissements qui sont obligés de faire le double travail. C'est-à-dire que s'ils doivent nettoyer 6 salles, des fois ils se retrouvent à nettoyer 9-10 salles. Il y a beaucoup d'agents, ça fait un moment qu'ils sont là, qui ne sont pas utiles. Il y a beaucoup de CUI aussi. Et comme l'État a enlevé des CUI sur nous, en douce, alors que nous avons fait quand même plus de 15 jours de grève, soi-disant, il devait avoir des rencontres, des commissions de travail, des rencontres, mettre en place des groupes de travail pour une amélioration. L'État, encore une fois, nous a couillonnés, nous trompe. Les 1000 agents territoriaux des collèges et lycées publics de Martinique sont employés par la collectivité qui ne semble pas hermétique à leur doléance. On a par exemple dès la semaine prochaine le vote du plan de formation en commission d'appel paritaire. Donc je pense que ce sera une avancée. La formation est importante. Le plan de titularisation, elle est actée en CAP et donc elle fait l'objet de tractations avec ces syndicats. Donc je suis un peu surprise de cette revendication puisque ce sont des points qu'on aborde. Je suis en CAP, ce sont des points qu'on aborde régulièrement en sachant que quand on titularise, on veut dire également aussi qu'il y a une masse salariale derrière qu'il faut que la collectivité puisse s'acquitter
scolarité. Mais pour Sylvia Saïd Soutane, ces revendications ne devraient pas se faire au détriment de la scolarité des élèves, qui accumulent déjà un retard important dans leur programme à cause des précédentes grèves. Aujourd'hui, j'ai envie de me dire, allons avoir un projet commun pour nos enfants, allons parler collectif pour nos enfants et disons-nous que nous pouvons travailler dans des instances qui sont des instances paritaires. Nous pouvons accélérer, effectivement, nous l'entendons également, mais laissons les élèves travailler. Je crois que c'est important et essentiel. En attendant les prochains pourparlers entre la CTM et les syndicats, les 8 établissements du second degré concernés restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Un mouvement de grève qui, vous l'aurez compris, ne concerne pas les syndicats enseignants. Bien qu'il n'ait pour l'heure, selon eux, obtenu aucune réponse satisfaisante du recteur, ils déclarent rester vigilants sans pour autant bloquer l'accès aux établissements. Voyez les précisions de la co-secrétaire académique du SNES qui s'exprime face à la caméra de Caril Chassol. Ce que je peux retenir, c'est qu'il y a plus ou moins une fin de non-recevoir du recteur qui, alors qu'en 2009, il faisait un rapport sur ce qu'il fallait pour les DOM, puisqu'il était dans la commission l'égalité des chances qui a présenté un rapport au Sénat. Il demandait des moyens supplémentaires pour les DOM et aujourd'hui, on a l'impression qu'il est complètement sourd aux revendications sur les moyens supplémentaires. Donc entre 2009 et aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu des changements immenses dont on n'est pas informé, mais quand on voit que quand on passe de l'autre côté, on a des revendications qui sont complètement différentes. On va trouver des moyens aussi pour parler à d'autres représentants qui pourront parler au ministère. Si les choses n'évoluent pas dans le sens favorable, il faut s'attendre à une plus grosse mobilisation. On connaît un peu l'inquiétude aussi des élèves avec les retards qu'il y a eu, notamment par rapport au cyclone. Nous mettons tout en œuvre pour qu'il n'y ait strictement aucun retard pour les élèves. Tout est mis en œuvre. Mais je répète, aujourd'hui, ce ne sont pas les professeurs qui bloquent, c'est un autre mouvement qui affecte les établissements scolaires, mais ce ne sont pas les professeurs qui bloquent. Et on fait tout pour pouvoir maintenir un niveau avec nos élèves et échanger, notamment par les moyens actuels, Internet, etc. Répondre rapidement à un appel pendant que vous conduisez, envoyer un SMS pour dire que vous serez en retard pendant les embouteillages. Il faudra perdre ces mauvaises habitudes. L'usage des téléphones portables au volant est plus que jamais dans le viseur des forces de l'ordre. Plusieurs contrôles sont annoncés sur la zone Lamentin-Fort-de-France. En cas d'infraction constatée, vous risquez une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Voyez ces explications de Johan Boulard. Peut-être est-ce le bon réflexe lorsque l'on reçoit un appel au volant de son véhicule. Victor TVA. Alors... Se ranger avant de décrocher. J'ai déjà fini ce que je faisais. Je cherche une place pour me garer pour rappeler la personne. Et s'il n'y a pas de place? Eh bien, je vais rappeler après. Le téléphone au volant multiplierait par 3 le risque d'accident en cas d'appel et par 23 en cas de discussion par SMS. Pourtant, un automobiliste sur 2 aurait déjà utilisé son téléphone portable en conduisant. Jamais. J'essaie d'avoir une réponse assez rapide pour ne pas traîner. J'essaie d'aller assez vite. Et les SMS? Non, j'évite, je n'aurai pas le temps de faire ça. On a moins d'une seconde en cas où, non. Je respecte totalement. Et sans mentir? Sans mentir? Jamais. En 2017, 1286 automobilistes sont pris la main dans le sac, ou plutôt sur le téléphone, contre 360 en 2016. 3 points de retrait et 135 € d'amende. Une répression peu dissuasive, alors les autorités lancent une opération dès aujourd'hui. Des contrôles non plus inopinés, mais annoncés. Nous avons souhaité faire un peu de prévention et d'avertir le public de ces contrôles. Donc pour cela, nous allons faire les annonces des contrôles sur notre Facebook, donc les gens pourront le consulter. Et surtout, ils pourront consulter les petites infographies de la sécurité routière qui expliquent en fait pourquoi il ne faut pas utiliser le téléphone en conduisant. Actuellement, on ne peut utiliser que le système Bluetooth qui est à l'intérieur de la voiture. C'est un dispositif, mais les oreillettes, c'est plus autorisé. Voilà, donc vous pouvez être aussi verbalisé pour ça. Une manne pour les professionnels d'équipements automobiles. Nous proposons des kits mains libres
qui sont adaptés à tout type de véhicule, à tout type d'autoradio. À partir du moment où tu es connecté, tu n'as plus besoin d'utiliser le téléphone directement. Quel que soit le véhicule, on peut changer l'autoradio parce que nous avons tous les accessoires nécessaires. Et à ce moment-là, on change l'autoradio qui est plus performant, qui a une meilleure qualité musicale, pour permettre d'avoir la fonction main libre et de pouvoir téléphoner pareil sans utiliser le téléphone à la main. Comptez entre 100 et 300 € pour l'une de ces deux solutions. Un investissement qui n'est pas un luxe. Un accident sur 10 serait dû à l'utilisation du téléphone portable au volant. Revenons maintenant sur cette frayeur qu'ont eue hier soir les clients de l'hôtel Simon. Ils ont dû évacuer l'établissement en urgence vers 23 h à cause de fumée déclenchant le dispositif incendie du site. À l'origine, une carte de contrôle du système d'aération qui aurait subi un court-circuit. Voyez ces précisions recueillies par Yohan Boulard. Je n'ai pas vu de fumée, j'ai senti juste un petit peu. Et puis on est descendu, tout le monde s'est rassemblé ici, en dehors de l'hôtel. Et il y avait les pompiers qui sont arrivés, mais c'était très calme. Et après une demi-heure, on a pu remonter. La nuit, quand on est dormi, on ne sait pas quoi faire. On rassemble ses affaires, les choses les plus importantes, et puis on va voir. Et on a constaté avec un technicien qu'on avait un petit élément au niveau d'un appareillage, donc la CTA, qui avait légèrement brûlé, d'où l'émanation de fumée. Donc suite à cette intervention, les pompiers ont donné l'autorisation, donc les gens ils ont pu regagner leur chambre. L'espace de réflexion éthique régional de Martinique prend part aux états généraux de la bioéthique lancés au niveau national. Les Martiniquais sont donc invités à plusieurs rendez-vous afin de donner leur avis sur la place de la personne âgée et de la personne en situation de handicap dans nos sociétés. Pour en parler, nous recevons le chef de pôle de gérontologie et gériatrie du CHU de Martinique, Dr Jean-Luc Fanon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler de ces débats publics programmés, faisons le point sur l'espace de réflexion éthique, une unité présente dans toutes les régions qui ont un CHU. Quelles sont vos missions tout au long de l'année? Quelles sont les missions tout au long de l'année? Alors, en fait, l'espace de réflexion éthique est une émanation du Conseil consultatif national d'éthique qui a installé dans toutes les régions un espace éthique visant à faire participer les populations locales aux réflexions éthiques. Les réflexions éthiques nous concernent toute l'année. Elles sont relatives à des questions qui nous touchent dans notre quotidien et elles impliquent pour l'espace éthique d'organiser et d'accompagner ces réflexions. Vous organisez régulièrement des réflexions, débats? Alors l'espace éthique organise des débats ouverts à la population, bien entendu. D'accord. Comment faire savoir quand c'est programmé? Parce que Eh bien par voie de presse le plus souvent, quand sont organisés ce type de débat. Il se trouve qu'à l'occasion de la modification des lois et donc des états généraux de la bioéthique, l'espace éthique organise plusieurs débats en Martinique. Alors justement, pour parler de la situation des aînés en Martinique, premièrement, parmi les cas qu'on peut constater concernant les aînés, il y a les disparitions inquiétantes des seniors. Ça sera certainement au cœur des débats. Dans la plupart des cas, il s'agit de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et certaines affaires se finissent de façon dramatique, malheureusement. Une fois qu'on a fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'on a fait le constat de la disparition? Non, des disparitions, que les aînés, c'est très difficile, qu'il y en a de plus en plus qui disparaissent. Est-ce que les familles peuvent les accompagner comme il faut? Qu'est-ce qu'on peut faire de ce constat? Eh bien, l'espace éthique a pris l'initiative d'aborder en Martinique ce sujet du vieillissement de la population et son sujet connexe qui est celui de la prise en charge du handicap, qui sont des débats de société. Nous ne sommes pas les seuls à avoir choisi ce thème.
pour mémoire, l'Alsace, la région Alsace également l'a choisi. Il se trouve qu'en Martinique, nous sommes particulièrement impactés par ce phénomène de société qui va voir transformer notre paysage démographique dans les années qui viennent, où globalement, les sujets âgés vont remplacer les sujets jeunes dans la société. Mais une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le comité peut faire? On fait le constat et on fait quoi après? Alors, il s'agit d'adapter. Il faut désormais maintenant que la société martiniquaise s'adapte à ces modifications en proposant des changements de paradigme, des changements de mode de pensée par rapport au vieillissement. Par exemple, on a le sentiment que le fait que la société vieillit devient un handicap pour la société martiniquaise. Et un mode de réflexion pourrait consister à penser que c'est plutôt l'inverse, que le vieillissement de la société peut être pour la société martiniquaise une chance, ne serait-ce qu'au regard des possibilités de travail que vont développer l'assistance que vont devoir requérir ces personnes avec le grand âge ou bien les personnes handicapées. Très bien. En tant que chef de pôle gérontologie et gériatrie, est-ce que vous avez observé que les seniors changent? Est-ce qu'il y a une évolution dans les seniors aujourd'hui? Très nettement. En fait, aujourd'hui, l'idée que l'on a de vieillissement de la population ne correspond absolument pas à ce qu'étaient les personnes âgées dans les années 60, par exemple. Aujourd'hui, être vieux, c'est plutôt avoir 85 ans, alors qu'en 1960, c'était avoir 60 ans. Aujourd'hui, avoir 70 ans, c'est être une génération intermédiaire entre celle qui soutient ses parents, qui ont 85 ou 90 ans, mais qui continue de soutenir ses enfants qui en ont 45, 50, qui eux-mêmes ont des enfants en bas âge. Donc la situation aujourd'hui des seniors tels qu'on les concevait dans les années 60 n'a plus rien à voir avec les mêmes d'il y a quelques années, puisqu'au contraire, les seniors sont aujourd'hui à la charnière d'une aide à la fois en direction de leurs propres aînés, qui sont très âgés, mais aussi toujours en train d'aider leurs enfants qui sont plus jeunes. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que pour aller plus loin dans la réflexion, il y aura des conférences débats programmées. Alors la prochaine, c'est ce jeudi 8 mars à 18h30 à la Maison des Associations de Trinité. Ensuite, il y aura le jeudi 15 mars à 18h30 à l'hôtel Batelière à Fort-de-France. Et enfin, le jeudi 22 mars à 18h30 au Morne Rouge. Merci à vous. Ce sont tous des débats publics auxquels tout le monde peut participer, bien entendu. Très bien, merci à vous. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons en Guyane qui est quasiment privée d'Internet depuis hier matin à cause d'un câble qui va de Miami à Cayenne et qui a subi une casse. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil vous présentera des apprentis cuisiniers. Je vous le disais, partons en Guyane qui est quasiment privée d'Internet depuis hier matin. En cause, le câble America 2 qui va de Miami à Cayenne qui a subi une casse. Le débit Internet est fortement restreint et les chaînes locales sont impactées. Voyez les explications de Gaël Wassim. Le câble Americas 2 s'est rompu dimanche 4 mars, provoquant un fort ralentissement du débit Internet en Guyane. À Orange Caraïbes, membre du consortium propriétaire du câble, on veut bien nous expliquer la situation. La Guyane est alimentée non pas par un seul lien, mais par deux liens, en tout cas côté Orange. Donc il y a le câble Americas 2 qui permet donc d'acheminer les télécommunications fixes, mobiles et Internet. Et nous disposons en fait d'un deuxième lien de secours qui passe par une route mi-terrestre, mi-sous-marine. Et actuellement, en fait, suite à la rupture du câble, eh bien, nos communications sont acheminées par ce deuxième lien. Alors pourquoi les ralentissements? Tout simplement parce que le trafic passe par ce câble, donc tout notre trafic passe par ce deuxième lien. Nous priorisons aujourd'hui tout ce qui est trafic sur la voix, les SMS et ensuite tout ce qui est data. Si certains désespèrent face à la lenteur de la connexion, ce n'est pas le cas des usagers de la société privée Guyacom. Nous avons toujours eu à cœur
l'intégration régionale de la Guyane. On veut se connecter par voie terrestre au Brésil, où la bande passante est en moyenne, on va dire, 5 fois moins chère que ce dont on dispose ici en Guyane. Actuellement, en plus, la question se pose avec d'autant plus d'intensité que le câble Americas 2 est rompu, mais on espère pouvoir prendre le relais très rapidement, peut-être même, alors on n'a pas d'informations sur la durée de la coupure Americas 2, mais peut-être avant que l'Americas 2 ne soit rétabli. Du côté d'Orange, la mise en service d'un second câble devrait totalement faire disparaître ces aléas. Donc, ce qui nous montre aussi l'urgence de la mise en place du deuxième projet que nous avons, qui est donc la connexion de la Guyane par un deuxième câble sous-marin, qui doit intervenir normalement à la fin de l'année, donc dans un peu plus de 6 mois, où là maintenant nous aurons 2 liens sous-marins qui permettront de sécuriser à 100% le trafic. La réparation du câble Americas 2 ne devrait pas aller au-delà d'une dizaine de jours et vous permettra de retrouver tous vos programmes sur ATV Guyane. Guyane toujours, mais à Paris cette fois-ci. Le territoire était à l'honneur à l'occasion du Salon de l'agriculture. Les visiteurs ont pu, le temps d'une journée, voyager grâce à des dégustations de produits locaux et à des prestations musicales. Un voyage que s'est offert Stéphane Alessandresco. Beaucoup de monde encore cette année au Salon de l'agriculture à Paris qui vient de fermer ses portes ce week-end. Beaucoup de monde particulièrement au stand Guyane qui était à l'honneur vendredi dernier. La Chambre d'agriculture guyanaise et la collectivité territoriale ont soutenu durant toute la semaine les exploitants présents au salon. On peut saluer aujourd'hui le retour à une plus grande efficience opérationnelle de la Chambre d'agriculture qui a pu véritablement mettre en place un stand pour la présentation des produits de Guyane. L'objectif pour nous, c'est pas de faire de l'exportation, c'est vraiment de valoriser à ce juste titre la Guyane, aussi bien par son agriculture, donc produits bruts, que par des produits transformés. Ananas, rambutan, citron vert ou rhum, bière, confiture et miel, des produits bruts ou transformés qui ont retenu l'intérêt du public. On a créé 2 nouveaux kits, 2 kits WAC. Vous avez un kit accompagnement et un kit plutôt salade, taboulé. Et ces kits se composent d'un petit sachet de couac, voilà, et d'une sauce à l'intérieur qui est différente en fonction du kit. Et on vous explique comment le préparer simplement. C'est très facile. Oui, c'est important pour représenter la Guyane. Voilà, montrer qu'en Guyane, on est capable de faire sa bière aussi, être avec tous nos partenaires. Et puis, on est aussi venu parce qu'on a déposé des produits pour le concours agricole. Et donc, cette année, on a eu la médaille de bronze pour notre bière noire, la Blacka. Donc voilà, on est très content d'être là. Et puis, on fait découvrir la bière, on explique comment on la fabrique. Les gens sont très intéressés. Donc, Développer l'agriculture guyanaise pour réduire les importations ne peut se faire qu'en multipliant les exploitations agricoles. Et c'est le vœu de la Chambre d'agriculture. Nous sommes en train de développer l'agriculture guyanaise dans tous les domaines. Concernant les filières, les différentes filières, aujourd'hui, la filière végétale, on arrive à produire, à satisfaire la demande locale à hauteur de 70%, 70, 80%. Après, là où nous avons plus de difficultés, ce sont les filières animales. Aujourd'hui, c'est la filière volaille, on arrive uniquement à produire à peu près 2%. Porc, 4%, 6%. Bovin, à peu près 20%. Donc il y a de quoi travailler encore en Guyane. Travailler en Guyane, c'est aussi le souhait des élèves du lycée agricole de Matiti, présents au salon et qui, pour certains, souhaitent devenir exploitants. Je veux juste vraiment développer et faire découvrir au monde, non pas seulement en France, aux États-Unis, dans le monde entier, je veux faire découvrir les produits de chez nous. Vous êtes motivé? Je suis motivé, même déterminé. Très bel enthousiasme et beau projet qui, espérons-le, pourra se concrétiser dans l'avenir. Place au sport avec un retour comme chaque lundi sur les manifestations qui ont marqué le week-end. Les dernières qualifications du Martinique Surf Pro qui se déroulera dans 2 semaines. En cyclisme, Willy Roseau du Madinina Bikers a confirmé sa bonne forme du moment, remportant la 2e manche du Grand Prix de la CTM. Enfin, en sport collectif, les quarts de finale de la Coupe de Martinique de basket ont livré le nom des premiers qualifiés pour les demi-finales. Le point tout de suite avec Karil Chassol et José Le Chertier.
À moins de 2 semaines du début du Martinique Surf Pro, les amateurs ont validé hier leur billet pour ce grand rendez-vous de surf. Alex Viguier, Arthur Lacté et Nicolas Chalonnec se sont montrés les meilleurs sur le spot de la plage des surfeurs à Tartane. A noter que chez les femmes, Emma Jacob sera également de la partie. Retour sur la terre ferme en cyclisme samedi après-midi, la deuxième manche du Grand Prix de la CTM est revenue à Willy Wozo du Madina Bikers. Il s'est montré le plus rapide sur le circuit de Pelletier au Lamentin devant Yanis Sidoli du CCV et Ismaël Dinara de l'UCS. Au général, Rozo et Dinara sont co-leaders de cette compétition. Sport collectif en basket, les premiers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de Martinique sont connus. Chez les hommes, le Wax et le Golden Lion se sont qualifiés. Les quarts de finale se poursuivent dès ce soir 20h avec USAC CSC Carbet au hall Péliard-Donatien. Et ils se termineront demain, même heure, même lieu, avec le match Golden Star Good Luck. Chez les femmes également, seules 2 rencontres se sont déroulées. Qualification de la Gauloise et de l'Éclair. Le Golden Lion, vainqueur par forfait, sera au rendez-vous des demi. Le nom du dernier qualifié sera connu à l'issue de la rencontre Aiglon Golden Star, reportée à une date ultérieure. En handball féminin, la 14e journée du championnat de pré-national a vu les victoires du TS franciscain, de l'Arsenal, de l'entente AS Mondizès gauloise, de l'USC Citron et du Réveil sportif. Au classement, l'entente AS Mondizès gauloise est leader devant le Réveil sportif, l'USC Citron et l'Arsenal. Chez les hommes, seules 3 rencontres ont pu se disputer. Victoire du TS franciscain, de l'ASC Dillon-Doubout et de la gauloise. Les Lamantinois sont leaders devant Citronais, Floréalais et Gros-Mornais. En volleyball féminin, la 6e journée du championnat d'excellence a vu les victoires de l'Espoir, de l'Éveil et du Rayon. Les Lucéennes mènent la danse devant Iléenne, Ansoise et Ducossaise. Au masculin, l'Espoir, le Rayon et le Good Luck sont sortis vainqueurs de leur match de la 17e journée de championnat. Comme chez les filles, les Lucéens sont leaders devant Ansois, Foyalais et Arlésiens. En football, partage des points dans le choc de la 17e journée du championnat de R1 entre le Golden Lion et le club franciscain. Nul également dans l'autre choc entre la Samaritaine et le club colonial. Victoire en revanche du Racing, de l'Aiglon, du New Star et du RC Saint-Joseph. Enfin, score nul et vierge entre la JS Eucalyptus et le Golden Star. Au classement, le RC Rivière Pilote reprend la tête de la R1 devant le Golden Lion, le club franciscain et le club colonial. ATV se rapproche encore plus de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène au CFA de Rivière-Salée, un établissement qui accueille une section cuisine très élaborée. Les jeunes apprentis se sont d'ailleurs distingués au salon de la gastronomie des Outre-mer qui s'est tenu au début du mois. Hubert Bornil et Valérie Vincent les ont rencontrés en pleine session d'apprentissage. Regardez. C'est exactement comme ça que ça se passe ici dans les cuisines du CFA. Alors là, il s'agit d'une vraie brigade au travail, 8 heures par semaine comme ça, ces jeunes qui font un travail de cuisine avec énormément de sérieux. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils se sont fait remarquer à Paris. Ici, l'équipe qui a participé au Trophée Babette lors du Salon de la gastronomie des Outre-mer. Dominique est l'un des récipiendaires. Il se place sur la 3e marche du podium. Le jeune cuisinier qui ambitionne de devenir un jour un chef a un parcours assez atypique. Avant, il suivait un cursus de biologiste. J'ai fait un bac S. Après, je suis allé à l'UAG. J'ai fait une licence de biologie. Mais après, je suis parti en métropole pour finir ma licence. Mais ça ne s'est pas forcément passé comme je voulais. Et en même temps, on va dire que la passion pour la cuisine s'est révélée là-bas. Donc quand j'ai décidé de revenir, j'ai décidé de m'inscrire au CFA pour poursuivre cette voie-là. Appliqué comme son formateur le lui a enseigné, c'est ainsi que Dominique s'est fait connaître dans le milieu de la gastronomie parisienne. Ça a été une expérience très enrichissante, surtout qu'on a eu l'occasion de rencontrer des chefs étoilés comme Yannick Aleno. Et on va dire que ça reste une étape fondamentale dans notre parcours. On va dire, je pense que ça va rester chef. Ses autres camarades travaillent assidûment, tous partagent le même rêve, devenir un jour des cordons bleus.
Brunaël Cantinol, c'est un jeune qui est parti avec nous. Hein. Il a fait partie des 6 qui sont partis pour le festival de la gastronomie. Et ensuite, il manquait un candidat. Je l'ai pris désigné, on va dire, pour venir participer. Et il a très bien concouru. Il aurait pu faire partie des 3 meilleurs. On avait un petit panier, on avait plusieurs produits dedans. Donc il fallait imaginer tout de suite quel produit qu'on a fait. Donc j'ai fait une cuisson de mi-cuit de marlin au lieu de faire une cuisson totale comme tous les candidats. Le CFA de Rivière-Salée forme chaque année un peu plus d'une 60aine d'apprentis au métier de cuisinier. Tous ces jeunes ont un contrat de travail en entreprise. Ce sont des métiers qui sont porteurs d'emploi, donc qui aujourd'hui permettra aux jeunes de se positionner facilement sur le marché du travail. Et voilà, le travail, c'est fini. Filet de Vivano, crème de curcuma au lait de coco. Vous voyez, c'est magnifique. Vous avez bien travaillé les jeunes, mais moi j'arrive avec fourchette et couteau, c'est ça. On passe aux choses sérieuses là, ça me concernant. Donc à 10 autres, c'est bon. La chance, bon appétit à ceux qui passent à table. Information pratique maintenant, avant de refermer cette édition. Notez que des coupures d'eau sont à prévoir demain à Fort-de-France de 8h à midi dans les quartiers Hermitage, ex-Hôpital Civil, Terre-Saint-Ville, Lunaroc ainsi que Pont-de-Chêne à détour Bourdin. Des coupures de courant également sont à prévoir demain dans 3 communes, cette fois-ci au Vauclin pour commencer de 8h à 13h à la Cité Le Jeune, rue Saint-Pierre et boulevard Louis Landa. À Fort-de-France de 9h à 15h sur la route de Balata et allée des Crotons. Et puis enfin à Grand-Rivière de 9h à 15h, habitation Beau Séjour. Enfin, dernière information pratique, l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain cette fois-ci. Notez qu'une collecte de sang sera organisée de 8h à 13h sur le parking du garage AutoGM au Lamentin. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h derrière le CHU Pierre-Zobda-Kittmann à la Maison du Don à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en JPIA. A tout de suite.